J'ai toujours eu ces perceptions que j'ai actuellement, c'est-à-dire tous mes sens qui sont très développés, donc les sens physiques et également les sens spirituels, donc tout ce qui est intuition. Je suis née comme ça, sauf que je l'ai beaucoup rejeté quand j'étais petite. C'est-à-dire que je trouvais que c'était un défaut et que c'était un problème pour vivre en société. À l'école, j'avais des soucis puisque je ressentais tout. Donc j'avais ce qu'on appelle l'empathie, donc j'arrivais pas à faire du mal par exemple aux autres personnes dans la cour d'école ou rigoler ou être méchant, mesquin. Donc c'est vrai que je m'étais beaucoup renfermée sur moi. Et jusqu'au jour où après j'ai grandi, j'ai essayé de vivre avec tout ça. Bon, j'ai vécu très mal l'adolescence, le lycée. J'étais très isolée, j'étais plutôt du genre à lire. Je faisais pas du tout les mêmes activités que les autres de mon âge. Tout en sachant que j'avais quand même dès toute jeune, j'avais des grandes ambitions, mais je savais pas encore dans quoi, comment. C'est-à-dire souvent quand on est petit, on a des idées, on a des sensations, mais on ne sait pas forcément dans quoi ça va être infusé, comment ça va être matérialisé. J'ai travaillé en entreprise pendant 7 ans. Avant de faire ce que je fais, dans différents domaines. J'ai eu au moins peut-être entre 25 et 30 jobs salariés. Depuis que je suis étudiante, en fait, j'ai quitté la maison à 17 ans. Le dernier emploi que j'ai occupé, c'était assistante de direction générale dans une banque de finances, donc complètement dans la matrice. Et c'était un milieu de requins puisque j'étais entourée de traders, les vrais financiers, quoi. C'était un milieu très dur. Parallèlement, mon âme commençait à murmurer des envies de monter ma propre société. Et à cette époque-là, j'étais en train de découvrir en fait le pouvoir de l'intention dans la transformation de son propre corps. Parallèlement, donc c'est-à-dire que j'avais comme 2 vies. J'avais cette vie au travail et dès que je rentrais chez moi, je dévorais les articles sur la nutrition, sur tout le métabolisme, glucides, protéines, lipides. Et je commençais vraiment parallèlement, donc moi, à me transformer physiquement. Je voulais vraiment apprendre à maîtriser la transformation physique. Et donc je suis devenue passionnée en fait de ça. Et ma passion, donc du soir, commençait à prendre vraiment beaucoup d'ampleur dans la journée. Je pensais qu'à ça aussi. Le midi, entre midi et 2, j'allais m'entraîner. Et jusqu'au jour où l'univers a décidé d'agir, puisque c'est comme ça que ça se passe, quand quelque chose est prévu pour nous. Comme le dirait Paulo Coelho, tout l'univers conspire à le réaliser. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des personnes dans ma société qui ont cherché à me nuire par jalousie, comme c'est souvent le cas. Et malgré que mon travail était irréprochable, ils ont inventé des rumeurs sur moi, fait toutes sortes de manigances pour arriver à leur fin. Et donc j'ai été licenciée. Et bizarrement, je suis sortie dans la rue le jour où j'ai été licenciée, donc c'était un lundi, il était 11 h. Et bizarrement, je ne me suis pas du tout focalisée sur le sentiment d'injustice, puisque c'était profondément injuste, profondément pervers. Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est fou, on est lundi et j'ai le droit d'être dehors. Et en fait, oui, j'ai le droit. Personne ne va me dire quoi que ce soit. Et ça a été une véritable révélation. J'ai réalisé en fait la matrice dans laquelle on était, à partir de ce moment-là. La prison dans laquelle on était. Je me suis dit, mais c'est pas normal de se sentir comme si on faisait quelque chose d'illégal en fait, d'être dehors à 11 h un lundi. C'est comme si je bravais l'interdit, sauf que là j'avais le droit. Et je me suis dit, ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie, plus jamais, je travaillerai en entreprise. Je suis libre maintenant, ma vie commence. Ça a commencé, ma prise de conscience, quand j'ai réalisé qu'en fait, quand j'étais de bonne humeur, il y avait pas mal de choses extérieures qui arrivaient dans ma vie. Quand j'étais bien, je dégageais quelque chose, une sorte d'énergie qui faisait que je me trouvais plus jolie. Et quand j'étais pas bien, c'était les jours où je me détestais. Et je détestais le monde en fait. Enfin, j'étais dans un... Quand on s'aime pas, on n'aime pas les autres. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être bien pour que ça se produise. Je peux volontairement faire tout pour être bien.
Et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait la loi d'attraction naturellement, sans avoir rien lu sur ça. Et je m'amusais à le faire, de faire tout pour me mettre dans une bonne vibration le matin avant de partir, en faisant du sport, en regardant des choses que j'avais envie de regarder, qui me faisaient plaisir. Et puis toute ma réalité a changé. Et comme ma conscience a changé, mon corps a commencé à se transformer. Mais tout, vraiment dans les détails, ma peau, mes cheveux, ça commençait à prendre une autre forme. Je le voyais vraiment dans le miroir. Et mon corps commençait à prendre la forme de ce que j'avais en tête, mais avec de la joie. C'était fini le temps où j'étais frustrée, pas contente. Et là, j'étais partie dans une autre dimension de joie, d'enthousiasme, de transformation. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours été dans cet état-là. Je ne suis plus jamais revenue dans l'état où j'étais quand j'étais jeune. Donc en même temps, j'ai forcément impacté sur mon corps physique en changeant mon alimentation. Je me suis renseignée sur l'alimentation la plus saine possible. Donc au départ, ça a été par phase, puisqu'au départ, j'ai plutôt opté pour un régime où on mangeait beaucoup de protéines et puis beaucoup de légumes et du riz, des céréales saines, mais ce qui était déjà une amélioration par rapport à mon régime fast-food d'avant. Et puis après, j'ai évolué depuis 2 ans, donc là, j'ai retiré la viande. On n'arrive pas tout de suite, il y a toujours des phases, on monte l'escalier progressivement dans la connaissance et on ne peut pas tout de suite arriver en haut. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, quand on leur dit qu'on s'est transformé physiquement, vont penser que quand ils voient le résultat fini, que c'est une histoire de génétique et qu'à la base, forcément, il y avait une bonne génétique. Ils ne peuvent pas être plus loin de la vérité en pensant ça. Bien sûr, la génétique rentre en jeu, mais maintenant, c'est complètement erroné de penser des choses comme ça au vu des découvertes scientifiques récentes, notamment par exemple du professeur Bruce Lipton, qui précise bien que c'est la conscience qui fait l'ADN et que c'est la conscience qui fait la génétique. Ce que dit simplement le dogme central, c'est que, comme vous le savez peut-être, le flux de l'information en biologie va de l'ADN à l'ARN et jusqu'à la protéine. Puisque notre corps est fait de protéines qui elles-mêmes sont codées par l'ADN, nous sommes obligés d'admettre, comme le veut le dogme central, que notre sort dans la vie est déterminé par les gènes que nous recevons dès notre conception. Vu sous cet angle, nous ne pouvons qu'être victimes de notre hérédité puisque nous ne choisissons pas nos gènes et nous ne pouvons pas les changer. Et puisque ce sont les gènes qui contrôlent notre vie, nous sommes toujours victimes d'un gène particulier. En m'occupant de la culture et du clonage des cellules souches identiques, je m'étais aperçu que le fait de changer l'environnement des boîtes de pétri dans lesquelles je mettais les cellules, certaines cellules donnaient des muscles, d'autres des os et d'autres la graisse. Et je me demandais alors comment des cellules qui étaient toutes biologiquement identiques pouvaient une fois donner des muscles, d'autres fois des os et d'autres fois de la graisse. Et la réponse était devenue pour moi évidente, l'information qui provient de l'environnement. Cela signifie que les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, ont beaucoup de pouvoir. Si les pensées positives ont le pouvoir de guérir, ce qu'on ne dit pas, c'est que les pensées négatives ont autant de pouvoir, mais dans le sens inverse. Les pensées négatives peuvent vous rendre malade, voire vous tuer, car leurs effets sont tout aussi puissants. Elles font appel au même mécanisme qui est en œuvre dans les pensées positives. Les psychologues nous disent que plus de 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. Tous les jours, 70% de nos pensées sont des pensées de nature à nous priver de notre santé et à amoindrir la qualité de notre vie à notre insu, car nous avons tendance à les considérer comme de simples pensées. Scientifiquement parlant, pourtant, ces pensées ont l'effet d'un placebo, mais dans le sens inverse. Donc, à la base, pourquoi les personnes qui ont telle génétique ont cette génétique, c'est déjà parce qu'elles ont un certain type de conscience. Donc oui, il y a des différences de génétique, mais parce qu'il y a des différences de conscience. Donc même si une personne se dit « Ah oui, mais moi j'ai pas une génétique comme ça », oui, mais elle est le résultat, son corps physique est le résultat de tout ce qu'elle a pensé depuis qu'elle est née et même ses incarnations précédentes. Il n'y a rien dans cet univers pour lequel on ne soit pas responsable en ce qui concerne notre corps physique. Puisque déjà notre corps physique, c'est le résultat de tous nos autres corps, mental, émotionnel, spirituel, le corps éthérique. Le corps physique, c'est la manifestation dense et matérielle de tous ces autres corps. Donc en fait, de dire « Ah oui, mais moi j'ai pas une bonne génétique », quelque part, ce n'est pas se responsabiliser et ce n'est pas comprendre que en fait, cette génétique-là, c'est le résultat de tout ce qui se passe dans les autres dimensions sur mes autres corps. Donc je suis responsable.
Les nouvelles découvertes suggèrent que le pouvoir de changer notre corps et notre monde est étroitement lié à ce que nous appelons croyance, ce que nous croyons être vrai. Notre vie est étroitement liée à nos croyances sur le monde. J'ai d'abord reçu une formation scientifique, avant de commencer à comprendre que nous basions notre vie sur nos croyances. Neville, auteur du début du XXe siècle, a écrit un livre intitulé « Le pouvoir de la conscience ». Ce que dit Neville est que le pouvoir de nos croyances est un pouvoir infini contre lequel aucune force terrestre ne peut prévaloir. Ce que j'ai découvert, c'est que nos croyances viennent de ce que les autres nous disent. Nos croyances viennent de ce que l'histoire nous dit, de ce que la science nous dit, de ce que les religions nous disent, de ce que notre culture, notre famille nous disent, de ce que nos amis nous disent. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Et s'ils ont tort? Et si vous et moi basions notre vie sur des croyances erronées? Déjà c'est inné puisque c'est quelque chose que j'avais quand même depuis que je suis petite, cette dimension justement subtile de percevoir les choses, les émotions. Et puis surtout, donc du coup à la suite d'avoir quitté mon entreprise, d'avoir été licenciée, j'ai monté ma société du coup de transformation physique. Je commençais, grâce à cette capacité que j'ai à ressentir la conscience des gens, à ressentir en fait le malaise dans le milieu fitness et puis transformation physique, comment avoir des abdos, comment avoir le ventre plat, les mensonges et le mal-être des femmes dans ce milieu-là ou même en général. Toute cette folie qui est faite autour du corps physique, cette pression pour les femmes et maintenant même pour les hommes aussi, puisqu'on assiste à vraiment, même sur internet, beaucoup de profils comme ça avec des mecs avec leur torse nu montrant leurs abdos. Et c'est à partir du moment où il y a eu le boom du fitness que moi je suis partie. Ça m'a complètement horrifiée de voir la superficialité en fait de ce milieu. Et je me suis dit, c'est pas ça la solution. Les gens, ça va les rendre encore plus mal. Parce que c'était au moment où moi, je me rendais compte qu'on commençait à m'identifier à mon physique, que je me suis dit, mais je ne suis pas que ce corps physique. Certes, je le suis, puisque c'est quand même l'extension de ma conscience, mais je ne suis pas que ça. Et dans ce milieu-là, on est considéré comme un corps physique. C'était devenu le message que j'avais envie de donner au monde. Et je me suis dit, je vais me démarquer en apportant un autre message, en apprenant aux femmes, certes, à se transformer physiquement, mais ça passera par une transformation totale intérieure, puisque finalement, la personne qui fait des abdos ou qui se transforme physiquement, mais qui a la même conscience, ça ne durera pas. C'est pour ça que la plupart reprennent le poids et son mal-être persistera. Donc j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas séparer le corps physique de la conscience. Je commençais à voir le problème que ça cause quand on dissocie justement les deux. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la spiritualité, à comprendre l'âme, à comprendre les intuitions. Et j'ai fait l'erreur j'ai eu ce petit passage. On a son éveil spirituel et on commence à découvrir tout ce milieu-là et après on rejette tout ce qui est physique. J'ai eu, je crois, pendant 3 semaines cette phase-là. J'ai fait une sorte de crise existentielle, mais qui est normale, qu'on vit tous quand on vit cet éveil spirituel, vraiment à qui on est. Mais je me suis vite ressaisie et j'ai vite compris qu'en fait je ne pouvais pas rejeter mon corps physique sans me rejeter totalement, sans rejeter qui je suis. J'ai vite compris qu'en fait non, mon corps physique était tout aussi important que tous les autres corps. Ce n'est pas superficiel. Le corps physique n'a rien de superficiel. On a tout déformé dans cette société et à cause de certaines personnes qui agissent effectivement d'une manière superficielle parce que leur intérieur est vide, on va du coup associer toute personne en harmonie avec superficialité. Mais à ce moment-là, un coucher de soleil c'est beau, est-ce qu'il est superficiel? Non. Une fleur, elle est belle, même si elle est parfaite, ses pétales sont parfaitement orchestrés, placés, d'une couleur étincelante. Est-ce que sa beauté fait de cette fleur qu'elle est superficielle? On peut s'extasier devant la beauté d'un animal. Est-ce que l'animal est superficiel? Ce sont des concepts qui existent que pour les humains. L'humain n'a pas le droit d'être beau sans qu'il y ait un jugement négatif. C'est le résultat de tout ce qu'on est là-haut. C'est la partie visible de l'iceberg en fait. C'est-à-dire que tout ce que je fais sur mon corps physique va impacter sur tous mes autres corps invisibles.
tout ce que je fais sur mes corps invisibles va impacter sur mon corps physique. Donc l'un n'est pas plus important que l'autre ou moins important que l'autre. Ça, c'est l'erreur qui est souvent commise, de rejeter totalement le corps physique en pensant que ce n'est pas important et en pensant que plus on délaisse le physique, plus cela veut dire qu'on est élevé spirituellement. Donc ça, c'est une grande erreur et c'est quelque chose vraiment que ceux qui se lancent dans cette démarche doivent vraiment intégrer. Nous sommes dans un monde physique, une dimension physique plutôt, de 3e dimension, et on est régi par les lois physiques. Les gens veulent vivre comme leur âme, donc qui n'est pas dans la 3e dimension, mais dans la 3e dimension. Donc c'est pas possible, puisque là on est régi par les lois physiques. Donc si je bois pas, si je me déshydrate, si je ne prends pas soin de mon corps, il dépérit. Et cela influe sur mes autres corps subtils. La véritable maîtrise de soi-même, son incarnation, de sa place dans l'univers, c'est justement quand on arrive à maîtriser les deux. Donc aussi bien être présent et dans la maîtrise de sa physicalité que dans la maîtrise de ses autres sens. Beaucoup de gens qui entrent dans la spiritualité font tout, encore une fois, pour rejeter ça, rejeter toute la partie physique et font tout pour faire des voyages astraux, des projections de conscience et idéalisent les mondes subtils, idéalisent l'au-delà et font un véritable rejet en disant que l'enfer il est sur terre, que la vie ici elle est horrible, vivement que je sois libérée de cette incarnation. Et ça veut dire ne pas avoir compris que déjà on a vraiment voulu venir. C'est pas du tout quelque chose qui n'a pas été fait consciemment. Et on est venu surtout pour faire les choses dans ce monde physique qu'on ne peut pas faire dans le monde invisible. On était déjà ultra spirituel quand on était là-haut. Là-haut, enfin, c'est une façon de parler puisque tout est imbriqué, il n'y a pas d'histoire de hauteur. Mais dans les autres dimensions, on était ultra spirituel et on est venu pour faire les choses qu'on ne peut pas faire dans les autres dimensions, avec le physique. Donc rejeter ça, c'est rejeter sa mission. Être conscient que l'on existe dans plusieurs dimensions change toute notre perception des choses, puisque nous sommes la matérialisation physique de notre conscience qui, elle, existe sur d'autres plans. Alors la meilleure façon d'être le plus efficace dans cette vie, c'est de se reconnecter à elle, puisque elle connaît toutes les réponses, vu qu'elle a le point de vue d'ensemble, comme si elle était en haut d'une montagne. Et elle voit tout, et là-haut il n'y a pas d'espace-temps, dans la dimension où la conscience supérieure est, alors que nous, sa partie physique matérialisée, en ayant ralenti sa vibration au point d'être devenue dense, sa partie physique, elle est en bas de la montagne et elle ne voit pas au bout des chemins où est-ce que ça mène. J'ai vite compris que mes intuitions, c'était elle là-haut qui me parlait. Et que quand j'écoutais mes intuitions, j'allais beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, que tout se passait vraiment de la meilleure manière possible. Et je me suis du coup habituée à toujours écouter mes intuitions, très jeune. Et après, en évoluant, j'ai appris à mettre des mots sur mes ressentis, à comprendre en termes de physique quantique les explications et notamment à comprendre qu'on a une conscience qui est à l'extérieur du cerveau. On ne peut pas plus penser maintenant que la conscience, que si on ouvrait le cerveau et on trouverait la conscience dedans. La conscience est au-delà de la 3e dimension, au-delà de l'espace-temps. Et c'est pour ça que c'est la meilleure informatrice pour nous guider, plutôt que le mental qui, lui, est trop limité. Donc le mental reçoit l'information de la conscience et après il va le retransmettre. Nous, avec notre cerveau, on va analyser ce qu'on a reçu. Mais le mental, il est perturbé, surtout le mental inférieur, il est perturbé par tous les chocs qu'on a eus, les jugements qu'on peut émettre sur les gens, notre conditionnement. Donc analyser une information qu'on reçoit, par exemple typiquement, imaginons je reçois « Ah, j'ai l'intuition qu'il faut que je parte déménager dans tel pays ». Donc là, je reçois l'information, c'est ma conscience supérieure qui l'envoie, puisque le cerveau ne peut pas
émettre une idée. C'est pas possible, il n'a pas cette capacité-là. Lui, il est juste un récepteur comme un poste radio. Il reçoit ce que la conscience, elle envoie. Donc, j'ai l'idée de partir déménager dans tel pays. Mais là, mon mental inférieur va analyser et va dire « Mais non, ce n'est pas raisonnable, tu n'as pas assez d'argent, ce pays ne sera pas bien pour toi, il va se passer ça, et si jamais tu n'aimes pas ». Le mental, il peut toujours analyser une situation en fonction de ce qu'il a déjà vécu. C'est pour ça que ce n'est pas du tout le meilleur conseiller à avoir, puisque lui, il va dire « Ah oui, mais non, souviens-toi quand tu avais 8 ans, que tu es parti dans ce pays-là, que ça s'est mal passé ». Il ne va jamais pouvoir se projeter dans le futur et imaginer des situations bénéfiques, où il va toujours nous mettre en garde en fait, sur les éventuels dangers en fonction de ce qu'il a déjà vécu avant. Donc c'est vraiment pas à lui qu'il faut demander conseil, sauf si on veut vraiment se planter et jamais réaliser ses rêves et jamais faire des choses qu'on n'a jamais fait. Quand on consulte notre conscience supérieure, à l'inverse, elle a un point de vue d'ensemble, comme je l'ai dit, en haut de la montagne, et donc elle va pouvoir nous dire « Ah oui, si tu pars à droite, même si tu ne peux pas le comprendre, même si ton cerveau ne peut pas le concevoir, tu vas aller dans des endroits insoupçonnés, que tu ne peux même pas concevoir toi-même avec ta conscience du moment, ta conscience terrestre du moment, puisque ces choses-là, tu ne les as jamais vécues. » Le problème avec le pouvoir de la pensée positive est que les gens pensent qu'il suffit d'avoir des pensées positives pour que tout aille bien dans leur vie. C'est d'ailleurs pour cette raison même que le concept de la pensée positive ne jouit pas d'une bonne réputation auprès du public. En effet, entretenir des pensées positives ne suffit pas pour qu'elles se manifestent dans la réalité. Il y a une pièce manquante dans ce raisonnement et sans laquelle la pensée positive reste inopérante. Nous avons un conscient et un subconscient. Dans la vie de tous les jours, entre 95 et 99% de notre biologie est régulée par notre subconscient. Donc, pendant que nous entretenons de merveilleuses pensées dans notre tête, nous oublions que c'est notre subconscient qui mène la danse. La manière dont nous sommes programmés est une source de problèmes auxquels la plupart des gens doivent faire face. Ces programmes peuvent limiter nos capacités, nous priver de notre pouvoir, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. La pensée positive est une pensée créatrice qui vient de votre conscient. Vous pouvez entretenir des idées merveilleuses, fermer les yeux et visualiser de belles choses. Mais pensez un instant au mécanisme en jeu. Vous faites appel à un processeur minuscule qu'on appelle le conscient, et vous le mettez en concurrence avec des programmes venant de votre subconscient. Vous mettez en balance vos pensées positives et vos programmes, et pendant que vous essayez d'entretenir des pensées positives dans votre tête, 95% du reste de vos activités sont contrôlées par le subconscient, par un autre système de croyances. Faites le calcul et dites-moi si les pensées positives peuvent être si puissantes. En fait, à moins que le subconscient ne soit programmé de la même manière que le conscient, le pouvoir de la pensée positive ne peut pas être effectif, car vous êtes en compétition avec un processeur bien plus puissant. Nous ne voyons pas le subconscient lorsqu'il rentre en action. Le subconscient a en lui des programmes que nous avons acquis auprès d'autres personnes au fur et à mesure de notre développement. Ce qui est important de savoir ici, c'est que lorsque nous fonctionnons à partir de notre subconscient, nous faisons appel à notre insu à des programmes qui ne sont aucunement bénéfiques ni pour ce que nous sommes, ni pour ce que nous cherchons à réaliser dans la vie. Le problème est que nos conditions de vie actuelles sont le résultat direct de nos programmes inconscients. Lorsque vous prenez conscience de ce mécanisme et que vous faites le travail nécessaire, vous avez la possibilité de changer le programme de votre inconscient et donc de votre vie. Donc les émotions, c'est le GPS de l'âme. Les émotions, elles sont là pour nous donner des informations à chaque instant sur... c'est la conscience supérieure qui nous guide à travers les émotions. Donc si je me sens mal, on me propose d'aller à tel endroit, à une soirée, et je me sens mal. Je sais que c'est mon âme là-haut qui me dit non, n'y va pas, c'est vibratoirement, ça ne va pas être bénéfique pour toi, il va y avoir des gens qui vont te nuire. La conscience, elle voit les choses différemment que nous. Et nous, on va se sentir mal et on va dire mais non, ça se fait pas, je ne peux pas dire non, c'est peut-être moi, je suis antisociale, c'est quoi mon problème? On va essayer de trouver des explications. Alors qu'encore une fois, on devrait juste faire confiance. Je me sens mal, j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas, je n'ai pas besoin de comprendre. De toute façon, je ne peux pas comprendre avec mon cerveau. Pourquoi? Je ne peux pas comprendre pourquoi. Donc j'ai confiance. Et c'est ça, s'aimer. C'est je ressens ça. Donc je ne remets pas en question ça. Je ne me dis pas que je devrais me sentir autrement. Si je me sens comme ça, j'honore et j'y vais pas, c'est tout. Et je suis heureuse parce que je me dis c'est génial, je me suis évité certainement quelque chose qui m'aurait été pas bénéfique.
Inversement, quand je ressens de la joie, je me dis « Ah, donc si je ressens de la joie, c'est que ma conscience là-haut, mon âme est alignée avec cette chose que j'ai l'intention de faire, ou cet endroit où j'ai l'intention d'aller. Et donc je suis contente de cette information et je me dis c'est génial, puisque je ressens de la joie, c'est qu'il faut que j'y aille. » Donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ont pourtant cette joie. Ils vont ressentir par exemple « Ah, j'aimerais tellement partir déménager au Pérou », j'en sais rien, je ressens que j'ai envie, parce que c'est vrai qu'on a des fois des idées qui paraissent improbables pour notre mental. C'est pour ça que j'utilise volontairement un exemple comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on nous demande d'avoir le courage d'agir, comme je disais, par pure foi. C'est-à-dire, je m'aime tellement et j'ai tellement une confiance dans ma conscience supérieure que si elle me dit que je dois aller au Pérou, je lui fais une entière confiance. Je fais tout pour y aller et je découvrirai après pourquoi elle voulait que j'aille au Pérou. Mais j'ai une confiance aveugle en elle. Et moi, j'en suis arrivée à ce niveau-là de confiance. Je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, puis ça m'a jamais trompée, ça m'a jamais fait défaut. Donc maintenant, je sais que je peux avoir une entière confiance. Si on me donne une information, si on me dit si je ressens de la joie, mais alors quand c'est la joie profonde du cœur. C'est celle qui nous fait vibrer. Une joie qui ne nous fait pas vibrer, bon déjà si ça peut exister, mais ça peut être une fausse joie du mental, mais en tout cas une vraie joie vraiment profonde qui nous fait vibrer, on peut y aller à 100%. Du coup, l'objectif est donc de quitter les émotions fréquence basse pour aller au maximum dans les émotions à fréquence élevée. Et ça, c'est de la physique quantique. C'est très simple. Une fois qu'on l'a compris, c'est parfaitement logique. Ces 2 bébés filles sont donc venues au monde et voici ce qui s'est passé. Elles ont été séparées et mises dans 2 chambres différentes. Et immédiatement après, l'une des bébés filles commençait à défaillir. Ses signes vitaux s'affaiblissaient. Elle était mourante. Une infirmière qui était de service a dit « Je dois faire quelque chose, sinon ce bébé va mourir. » Elle s'est alors approchée du bébé mourant, l'a pris dans ses bras et l'a emmené dans l'unité de soins intensifs où se trouvait sa sœur. L'infirmière a mis la petite fille dans la couveuse, avec la jumelle qui se portait bien, et c'est là que l'histoire devient intéressante. Ils ont donc mis les 2 bébés filles ensemble, et tout de suite après, la jumelle qui était bien portante a tendu le bras et l'a mis sur l'épaule de sa sœur. Et au moment même où elle a fait ça, à l'instant même où elle a fait ça, les signes vitaux de sa sœur se sont stabilisés. Et elle est devenue de plus en plus forte, de plus en plus forte. Et elles ont vécu toutes les 2. Est-ce que vous arrivez à sentir ce sentiment? Vous y arrivez? Parce que le sentiment que vous ressentez est un langage. C'est un pouvoir qui vit à l'intérieur de votre corps. Si j'étais monté sur scène et vous avez demandé « Ayez ce sentiment », ça aurait été difficile pour vous de le sentir. Ce sentiment que vous avez ressenti n'est pas quelque chose qui a pris naissance dans votre esprit, mais dans votre cœur. L'histoire et l'image sont allées directement à votre cœur, en contournant l'esprit. Aujourd'hui, la science moderne commence à comprendre qu'un sentiment qui se produit à l'intérieur de notre corps a un effet direct sur la matrice dont est fait notre monde, sur les atomes et sur les molécules de notre monde physique. On a tous une vibration, on vibre tous à une certaine fréquence et tout ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit impacte notre taux vibratoire, notre fréquence. Donc la façon dont je m'alimente, la façon dont je pense, l'homme est ce qu'il pense, le rapport que j'ai avec moi-même, les choses que je dis, les paroles, les mots que j'utilise, tout a une vibration. C'est pour ça que, en fait, tout est lié. Donc si mon hygiène de vie, je fais du sport, je m'alimente bien, je prends soin de mon corps physique, bah, du coup, je vibre plus haut. Et comme je vibre haut, je reçois les informations, donc je suis guidée, donc ça va mieux dans ma vie, donc j'ai pas de problème de relation, donc j'ai pas de problème dans mon travail puisque je fais ma passion, je suis guidée, tout se passe comme ça doit se passer. Beaucoup d'humains sont en train de s'éveiller spirituellement, puisque les circonstances le font, et ne comprennent pas en fait les informations qu'ils reçoivent. J'ai l'impression que je dois devenir magnétiseur, mais c'est pas possible. Là, je suis banquier, je vais pas passer de banquier à magnétiseur. Et qui va venir me voir en consultation? Comment je vais gagner de l'argent? C'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que ton mental ne peut pas le concevoir puisque tu ne l'as jamais fait dans le passé.
Mais par contre, ta conscience, elle sait que c'est possible puisque tu es venu, tu t'es incarné dans cette intention, tu as toutes les capacités pour puisque tu es venu déjà avec ces qualités et tu vas être guidé. Ta conscience supérieure déjà, mais accompagnée de tous tes guides dans d'autres dimensions, vont t'y aider à travers, même en utilisant d'autres humains, tout va s'orchestrer parfaitement pour que tout se mette en place. Mais c'est à toi de faire le premier pas dans l'escalier qui va te monter à la réalisation de ta mission de vie. On ne viendra jamais te chercher tout en bas, surtout si tu es dans la peur, surtout si tu es dans ton mental, puisque le mental bloque l'information de la conscience. Quand on est trop dans le mental, ils ne peuvent pas accéder à nous, ou nous-mêmes, notre conscience supérieure ne peut pas accéder à qui nous sommes en bas, et on bloque en fait les idées qui pourraient nous faire avancer, et les informations qui pourraient nous faire avancer. C'est aussi la raison pour laquelle il est conseillé de ne jamais s'endormir en ruminant dans le mental, puisque la nuit on a des informations, la nuit il se passe aussi des choses, on agit sur d'autres plans, on rencontre des êtres sur d'autres plans, et si on s'endort dans le mental, on ne peut pas accéder à ces informations et se réveiller avec une clarté avec laquelle on pourrait se réveiller si on s'était endormi plutôt, on peut dire, dans le cerveau droit plutôt que dans le cerveau gauche. Je souhaite faire des projections de conscience, je souhaite faire des voyages astro parce que j'idéalise ce monde et parce que là-bas je me sens bien, parce que j'ai l'impression que là-haut, comme on me le dit, tout est amour inconditionnel, qu'il n'y a plus de dualité et que la dualité ce n'est qu'ici, que là je souffre trop, les humains sont pas gentils, les humains font ci, font ça, et là-haut, voilà, j'aurai tout le réconfort et toute la vie que je n'arrive pas à avoir ici. Mais encore une fois, comment on peut savoir si on a fini d'accomplir ce qu'on est venu accomplir? C'est si on est encore vivant. Donc si on est encore vivant, c'est qu'on n'a pas fini ce qu'on avait à accomplir. Donc si on n'a pas fini ce qu'on avait à accomplir, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on aille chercher à fuir dans ces mondes subtils dans lesquels il sera temps d'y aller quand on sera mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas chercher à communiquer avec ces mondes subtils, puisque moi-même, c'est venu naturellement le contact avec ma conscience supérieure et mes guides spirituels. Par contre, je n'ai jamais cherché à communiquer avec des défunts ou des choses comme ça. J'ai toujours eu conscience que là-haut, ce n'est pas tout rose et qu'il y a les mêmes dangers que sur Terre, c'est-à-dire il y a également le bénéfique et le maléfique. Donc en fait, les gens qui pensent « Ah je vais me suicider parce que ça y est, je serai libérée de la dualité », qu'est-ce qui se passe? C'est que ils suicident, ils sont désincarnés, et puis en fait ils se trouvent exactement dans la même conscience, avec la même souffrance, sauf qu'ils n'ont plus de corps. Super, vaut mieux quand même avoir encore un corps, parce qu'être dans la même souffrance, mais sans corps, et on est tout aussi perdu. Le taux vibratoire dans lequel on meurt sera le même que le passage dans l'au-delà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde invisible est vaste. Souvent, l'erreur que font les gens, c'est de dire il y a le monde physique et il y a l'au-delà. Et puis comme si l'au-delà était quelque chose d'unique. Il y a l'au-delà, il y a les fantômes en fait, voilà. Mais ils ne soupçonnent pas souvent, ces personnes, qu'il y a des différences dans les entités qui les peuplent énormes. Et donc dire « Ah, je vais communiquer avec l'invisible », c'est comment dire sous-estimer ce qui se passe dans les autres dimensions. Et également le danger qu'il peut y avoir. On assiste certes à un éveil spirituel massif et du coup un attrait pour ces domaines complètement nouveaux, une généralisation de l'accès à la spiritualité, mais également une sorte de banalisation de ça et une sorte de non prise au sérieux des dangers qu'il peut y avoir dans les autres dimensions si on s'y aventure sans connaissance et sans maîtrise. Petit à petit, l'humain est en train de comprendre qu'il n'est pas simplement que cette identité terrestre, ce corps physique et son identification. On lui a donné un prénom, un nom, on l'a fait naître, il est né dans une certaine partie du monde où il y a des frontières avec des noms de pays et il commence à réaliser qu'il a une âme et que cette âme, elle peut lui insuffler des choses et que cette âme, elle peut provenir de différents endroits dans l'univers. Parallèlement, donc, la physique quantique devient de plus en plus accessible. On commence à comprendre de manière plus physique
et scientifiques les concepts qui relevaient du paranormal ou de la spiritualité, de la religion, des choses un petit peu olé olé, les anges et tout ça. Et là, on commence à pouvoir les expliquer avec des termes scientifiques et des concepts parfaitement logiques et compréhensibles. On nous explique bien que tout est énergie, tout est fréquence, et là, tout prend sens quand on voit les choses de cette manière-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'humanité, notre histoire telle qu'elle nous a été transmise, inculquée, elle est complètement erronée. Beaucoup de déformations, de mensonges, de manipulations ont été dissimulées dans notre histoire, de manière à ce que l'humain se voit d'une manière complètement limitée, et qu'il ne s'éveille pas à sa réelle nature. L'humain, à l'origine, il a 12 chakras, dont une partie, 7, située dans cet espace de son corps physique, de la tête aux pieds, et 5 qui se propagent à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de son crâne. Quand ces races qui ont créé l'humanité nous ont élaborés génétiquement, ils ne voulaient pas que nous puissions nous connecter avec notre véritable identité et nos véritables capacités qui sont toutes dans nos chakras. Et ils ont volontairement bloqué certains chakras, notamment tous les chakras supérieurs, en agissant sur nos corps éthériques et en brouillant justement avec des fréquences notre mental. Puisque le mental, quand il est bloqué, comme je le disais, il ne peut pas percevoir tout ce qui est au-delà. Donc ainsi, l'humain qui est dans le brouillard, qui n'a pas ses chakras actifs, qui a son ADN altéré, n'est pas en pleine possession de toutes ses capacités, est facilement manipulable et facilement maintenu comme un esclave. C'est très facilement compréhensible quand on regarde le film Matrix. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'humain va comprendre qu'en fait la réalité c'était tout ce qu'on lui avait projeté comme divertissement et qu'il pensait juste qu'il allait voir un film et puis qu'il rentrait chez lui faire son petit train-train et qu'en fait il venait d'aller voir la réalité de ce qu'il est en train de vivre sans s'en rendre compte, ça va faire très mal. Mais c'est ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Donc Matrix nous expliquait, donc, comme son nom l'indique, la vérité de la matrice dans laquelle nous vivons. Cloud Atlas nous parlait plus de la réincarnation. Et puis là récemment, le film Jupiter, qui nous parle justement de la création de l'humanité et qui nous dit bien clairement que l'humain a été créé de toutes pièces dans un laboratoire génétique avec des maîtres généticiens qui nous ont créés de toutes pièces en fait pour se servir de notre énergie. Donc ça, il faut vraiment bien sûr se renseigner là-dessus. Il y a énormément de données maintenant disponibles et s'ouvrir à ces réalités, puisqu'on ne peut plus maintenant, en tant qu'être humain conscient, s'arrêter à la réalité de notre Terre. C'est bien trop limité. Et je pense que là, c'est déjà compris qu'on a une âme, mais c'est pas suffisant pour comprendre pourquoi. On va se dire, ok, je viens expérimenter la vie physique, ok, je viens expérimenter le bien et le mal, la dualité, mais ça, quelque part, ça n'a pas vraiment de sens. Il y a quelque chose derrière pour comprendre vraiment le plus grand schéma. Pourquoi on vient sur Terre et pourquoi certaines personnes ressentent en elles le besoin, absolument l'appel d'éveiller les autres humains. Ça ne peut pas être un hasard, ça ne peut pas être juste comme ça, j'ai envie d'éveiller les humains. Il y a quelque chose qui se passe de manière plus grande, de manière vraiment dans tout l'univers, qui fait qu'à ce moment-là, nous sommes venus pour réaliser cet appel. Donc toutes les personnes qui ressentent ça à l'intérieur d'elles, il y a une raison pour ça. C'est parce que c'est actuellement le moment où l'humain, la plus grande probabilité, là, si l'humain continue dans son inconscience et donner son consentement à toutes ces choses qui le détruisent, on va vers la destruction de l'humanité. Avant de venir s'incarner, on a la vision du plus grand plan et on décide de venir pour agir dans le monde physique, pour modifier en fait la destinée d'une planète ou d'une civilisation. Donc il y a beaucoup d'âmes qui s'incarnent pour provoquer cet éveil à grande échelle. C'est à l'humain véritablement maintenant de dire stop, puisque s'il ne dit pas stop, il se dirige tout droit dans le mur en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces sociétés et ces autres civilisations qui ont une avance considérable sur nous, pas uniquement en termes de technologie, mais en termes de connaissances, des lois de l'univers, des lois physiques, des lois de tous nos autres corps, éthériques, mentaux, émotionnels, qui nous dépassent tellement nous en tant qu'humains traditionnels, avec sa conscience limitée. Il y a une volonté derrière de pervertir, de manipuler la conscience, d'envoyer des très basses fréquences. Ils connaissent parfaitement tout ça et nous, on est comme des hommes préhistoriques face à eux, comme des hommes préhistoriques. Surtout si on ne fait pas l'effort justement d'étudier toutes ces sciences-là,
de manière à être justement conscient et maîtriser aussi ces éléments-là. Puisque à partir du moment où on les maîtrise, on peut l'utiliser dans le sens inverse. Vous et moi sommes en train, nous disent les traditions anciennes, de vivre un moment très important de l'histoire dans lequel nous sommes en train de choisir entre la guerre ou la paix pour notre avenir. Et c'est pour cela qu'une journée comme celle-ci est si importante, car nous sommes en train d'apprendre le langage du cœur, ce qui nous permettra de faire des choix. Le langage de notre cœur pour faire le bon choix. Nous nous sommes donc posé la question de savoir qui nous étions. Nous sommes les fabricants de notre réalité. Nous sommes tous des fabricants de la réalité, mais le secret réside dans les croyances que nous entretenons dans notre cœur. Nous ne pouvons fabriquer que ce que nous croyons. Et tout cela va déboucher sur un rapprochement entre une nouvelle science et une nouvelle spiritualité fondée sur nos croyances. Et c'est en train de se produire sous nos yeux. C'est une époque passionnante pour la science. Les humains qui pensent qu'en fait on peut lutter contre ces choses-là sans savoir de quoi on parle, c'est utopique. C'est pour ça que la connaissance, la véritable connaissance, c'est ça qui libère. Quand par exemple je découvre une réalité sur, je sais pas moi, la pédophilie, ce qui se passe dans certains pays, ou ce qui se passe dans les sociétés secrètes, ou par exemple dans l'industrie de la musique. Quand je découvre ça, naturellement, ce qui se passe en tant qu'être humain, c'est que je suis, ok, certes, horrifiée, mais je désire immédiatement l'opposé. Et cette vibration que je vais dégager en étant témoin de ce contraste, c'est la vibration la plus puissante qui puisse exister. Puisque vraiment, vibratoirement, je vais dire, je ne veux plus que ça existe, je veux telle chose, l'opposé de cette chose-là. Je veux que les enfants soient libres, ne soient plus victimes de ça. Je veux que la musique serve à élever les consciences, éveiller les gens à les faire vibrer plus haut plutôt que les faire vibrer plus bas. Alors que si je n'avais pas eu connaissance de cette réalité, est-ce que j'aurais désiré cette chose aussi fort? Puisque j'en aurais même pas eu connaissance. Donc j'aurais continué à vivre comme j'avais vécu avant et j'aurais continué à vibrer comme j'avais vibré avant, mais je n'aurais pas donné naissance à ce désir. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et c'est très important à comprendre pourquoi les éveilleurs de conscience sont là. Ils sont là pour lever le voile que personne ne veut lever, et ce sont les plus courageux. Puisque parler d'amour, c'est la chose la plus facile de parler d'amour. Parler d'amour, c'est comme parler d'une rose, c'est comme parler d'un bébé qui sent bon. Il ne faut pas se mettre les mains dans la crasse, et c'est très facile. Et on est aimé quand on parle d'amour. Par contre, avoir le courage de parler des choses dont personne ne veut parler, des gens qui souffrent, des choses vraiment qui se passent dans l'humanité, qui sont vraiment à dénoncer, ça demande un très 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 grand courage, une très grande force d'âme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se reconnecter à soi, à ses émotions. Ce qu'on ressent, par exemple, face à une injustice, ce n'est pas un hasard. Et je ne parle pas des injustices faites à nous-mêmes. La vraie empathie, c'est de ne pas attendre que ça nous arrive à nous pour décider d'agir. Moi, dans ma vie, j'ai jamais eu de problème dans le sens, j'ai toujours, c'est pas que j'ai jamais eu de problème, mais j'ai toujours su comment sortir de mes problèmes. Je saurais comment me manifester une réalité absolument magnifique. Je pourrais aller vivre sur une île. Je suis en parfaite santé, je sais créer mon physique, je sais créer ma réalité. Je maîtrise toutes ces choses-là. Finalement, je pourrais déjà me créer une réalité superbe et parfaite, du point de vue de la matrice de réussite. Maintenant, est-ce que moi, ça m'apporterait quoi que ce soit? Non. Puisque je saurais que de l'autre côté, il y a plein de gens qui ne vivent pas ça. Et qu'il y a plein de gens qui pourraient vivre ça, mais qui n'y arrivent pas. Et puis surtout, j'ai conscience du plus grand plan de ce que l'humanité est victime à l'heure actuelle. Donc je ne peux pas rester comme ça, moi, dans mon illusion de la matrice, à vivre bien, à simplement profiter des merveilles de la nature et tout ça, sachant que de l'autre côté, il y a plein de gens qui souffrent et puis que la terre est maltraitée et manipulée et utilisée. Donc c'est à chacun de ressentir, s'il a cet appel, de faire quelque chose pour l'humanité, de l'écouter. Parler d'amour, encore une fois, c'est la chose la plus facile. Parler d'amour, c'est simple. Maintenant, aller aider des gens dans la souffrance, aller lever le voile sur des atrocités que personne ne veut regarder, comme la souffrance animale, ça demande énormément de courage.
Et ce sont les âmes les plus courageuses qui ont ces rôles-là. Donc il faut les encourager et ne pas dire ces gens-là se focalisent, nourrissent le négatif. Il y a une mode qui dit ça nourrit les égrégores négatifs. Il faut arrêter avec ça. On n'évoluera jamais comme ça. Une âme qui est justement évoluée spirituellement, elle est pour la justice, pour la vérité. La justice et la vérité, et elle ne tolère pas. Et c'est comme ça dans l'univers. Il y a ceux qui agissent là-haut et il y a ceux qui agissent sur Terre. Donc il faut bien agir. Et ça, c'est le message le plus important que j'ai à transmettre. Chacun dans ses qualités respectives et chacun dans ses domaines respectifs. Ça doit être un tout. On doit être en même temps la conscience et en même temps l'action physique. Et c'est ça qui va véritablement libérer l'humain, puisque à partir du moment où il a dit non déjà, où il ne consent plus, et à partir du moment où il agit pour aider les autres humains à ne plus consentir, c'est une libération à grande échelle qui prend place. Que le mot observateur doit être rayé des livres, car l'observateur n'existe pas en réalité. Puisque les scientifiques ont eu une influence sur la particule dans leur laboratoire, cela veut dire que l'observateur pur et simple ne peut pas exister. Vous influencez le monde de façon continuelle par le fait même d'exister dans cet univers. John Wheeler nous dit que nous devons rayer le mot observateur des livres et le remplacer par un nouveau mot, le mot participant.